Bonjour et bienvenue pour la suite de notre grand cycle sur les mythes de l'histoire de la gastronomie, ici à la bibliothèque d'Erich Clair et en collaboration avec le Centre de gastronomie historique. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau. On- Oups, pardon. Aujourd'hui, on va s'attaquer carrément au sujet du pain. Le pain qui n'est pas du tout un aliment anodin, le pain qui fait véritablement partie de notre culture alimentaire. Et s'il y a bien un aliment qui fédère quasiment toute la population, c'est le pain. Il faut savoir que moins d'1% de la population affirme manger peu ou pas de pain. Donc c'est absolument dans toutes les catégories de la population qu'on mange quasiment quotidiennement de ce pain. Et ce n'est pas du tout étonnant, étant donné que le pain fait partie de la base de la pyramide alimentaire. Le pain est un féculent, c'est-à-dire qu'il est très riche en énergie. Et on a besoin de cette énergie quotidiennement. Donc, le pain, les autres produits céréaliers, la pomme de terre sont absolument indispensables dans notre alimentation. Et vu notre histoire, vu notre culture, le pain, ben, évidemment, se taille une place très importante au sein de ces féculents. Le pain est consommé dans toutes les catégories de la population, mais il y a tout de même un mais, il y a quelques différences. On se rend compte que les femmes, par exemple, mangent moins de pain que les hommes. Elles préfèrent se diriger plutôt vers des céréales pour le petit déjeuner. On se rend compte aussi dans notre pays qu'en Flandre, on mange plus de pain qu'en Wallonie. Donc, il y a tout de même quelques petites différences culturelles. On se rend compte également, et là, on n'est pas très étonné, que les jeunes mangent moins de pain que les aînés et sont beaucoup plus attirés par les céréales. Euh, ceci dit, Ceci dit, on en mange quand même dans toutes les catégories de notre population et on en mange tout de même moins que les prescriptions diététiques. Et malgré le fait que lorsqu'on fait des sondages, tout le monde est très conscient de l'importance du pain, tout le monde trouve que le pain doit faire partie de notre alimentation quotidienne, malgré tout, nous sommes en dessous en moyenne des prescriptions diététiques. Chez les hommes, on est plus ou moins à 140 grammes de pain par jour, alors que les prescriptions diététiques sont au minimum de 170-180 grammes. Donc, il y a eu baisse. Il y a eu une baisse de la consommation du pain. Il y a eu même une chute vertigineuse de la consommation du pain au cours des 200 dernières années. Euh, Non seulement il y a eu la concurrence de la pomme de terre, mais il y a eu ensuite, surtout au cours du XXe siècle, la concurrence de tous les autres ingrédients. Et si au milieu du XIXe siècle, on pouvait observer qu'un ouvrier mangeait parfois 1,5 kg de pain par jour, ben, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à manger. Il mangeait essentiellement du pain avec parfois un peu de légumes, un peu de matière grasse, une soupe. N'oublions pas que le mot soupe vient du mot qui désigne la tranche de pain. Euh, mais c'était très peu varié. Son alimentation était très peu variée. Et donc la révolution agricole, la révolution industrielle, la révolution des moyens de transport et de la distribution commerciale de l'alimentation. Tout cela a fait qu'on a énormément diversifié notre alimentation, qu'on a mangé de plus en plus de viande, de poisson, et donc, fatalement, la part du pain dans notre consommation quotidienne a baissé et a même drastiquement baissé jusqu'à être en dessous des prescriptions diététiques. Et cette première réflexion sur le pain nous interroge déjà sur l'origine du pain. D'où vient-il? Comment ce pain est-il devenu si important dans notre civilisation? Comment a-t-on eu l'idée de faire fermenter de la pâte pour produire ce pain? Si on se réfère dans l'autre sens, si on se réfère
à la littérature historique du XXe siècle, si on se réfère à beaucoup de sites Internet et qu'on va voir quelle est l'histoire du pain, quelle est l'origine du pain, on nous raconte très régulièrement que le pain a été inventé en Égypte et que le pain se situe dans une chronologie bien déterminée de l'alimentation céréalière. C'est-à-dire que, au début, lorsque les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, ils mangeaient du blé, ils mangeaient de l'orge crue. Mais évidemment, c'était très indigeste. Ensuite, dans les premières civilisations, on va dire les moins évoluées, on aurait mangé ces grains soit grillés, ce qui les rend déjà plus digestes, soit bouillis. Et enfin, dans les civilisations, les premières grandes civilisations plus évoluées, techniquement plus évoluées, alors là, on aurait transformé ce grain en farine pour en faire de la pâte et la cuire au four pour en faire d'abord des galettes et enfin du pain levé. Et la galette et le pain seraient donc le summum civilisationnel de la consommation des céréales. Et on nous dit que ce passage de la galette au pain, donc avec, avec l'usage du levain, c'est le levain et les levures qui se trouvent dans le levain qui font gonfler le pain, ce passage-là aurait eu lieu il y a 5000 ans en Égypte, lorsque, nous dit-on, une paysanne égyptienne aurait oublié sa pâte à galette dans le coin d'une pièce, se serait rendu compte de sa distraction quelques jours plus tard. Là, elle aurait vu que sa pâte a gonflé. Elle ne s'en serait absolument pas inquiétée et elle aurait mis cette pâte gonflée au four, ça aurait donné le premier pain de l'humanité. Tout le monde dans la maisonnée aurait apprécié la recette qui se serait répandue dans le village et puis dans toute l'Égypte et puis enfin dans le monde entier. Alors, que faut-il penser de cette histoire-là? Tout d'abord, et ça on l'a déjà vu avec pas mal d'exemples auparavant dans les conférences précédentes, il faut beaucoup se méfier des histoires qui attribuent l'invention d'un mets comme le pain à une personne à un moment donné, à un lieu précis, d'où cette invention se serait propagée ensuite géographiquement. On sait très bien que lorsque, en différents lieux, on vit dans les mêmes circonstances, on a souvent les mêmes idées. Donc le pain, très probablement, est né en même temps, à la fois, un peu partout au Proche-Orient, où on disposait du même matériel, du même climat et des mêmes plantes qu'on cultivait. Donc déjà se méfier de ce genre d'histoire et également, et ça on va s'en rendre compte maintenant en refaisant brièvement toute l'histoire du pain, on va voir que cette vision des choses, c'est-à-dire une chronologie de la consommation des céréales d'abord crues, ensuite grillées, bouillies, ensuite sous forme de galettes et puis en forme de pain, cette chronologie ne tient absolument pas. Et cette chronologie, nous l'avons développée chez les historiens, chez les intellectuels des 18e, 19e, 20e siècle sur base d'un a priori culturel. Et cet a priori culturel, c'est celui de la supériorité du pain par rapport aux autres aliments céréaliers et surtout par rapport à la bouillie. Donc, on considère que la bouillie est un ancêtre du pain, que la bouillie est une version, on va dire, inachevée de la galette et du pain. Et nous verrons que ce n'est absolument pas le cas et qu'au contraire, la bouillie, chronologiquement, est plutôt arrivée après la galette et non pas avant. Donc, voyons voir un petit peu comment tout cela s'est fait, quelle est l'origine de ce pain en fonction des découvertes archéologiques les plus récentes. Tout d'abord, un petit mot assez bref sur ce qu'est le pain. Définition du pain, ce qui est amusant avec le pain, c'est qu'il est à la fois, c'est une recette à la fois très simple et très complexe. C'est très simple dans la formule.
parce que le pain, ce n'est jamais qu'un mélange de farine, d'eau, de levure, soit la levure qui se promène dans l'air, ça ce sont les levures sauvages, soit celles que le boulanger ajoute dans son pain. On peut également y mettre un peu de sel si on veut. Et c'est tout. Le reste ben, c'est du savoir-faire. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que si le boulanger veut tous les jours obtenir exactement le même produit, avec la même qualité de mie, la même qualité de couleur de croûte et du croustillant et de la conservation, eh bien, il doit avoir tout un bagage, tout un savoir-faire pour obtenir justement tous les jours ce même résultat. Parce que, évidemment, en mélangeant ces ingrédients-là, sans savoir-faire, on n'obtiendra pas nécessairement le même résultat tous les jours. Alors, comment procède-t-on? Tout d'abord, on mélange la farine avec l'eau. On obtient ce pâton qu'on pétrit. À ce moment-là, les enzymes qui se trouvent dans la farine se réveillent et transforment l'amidon de la farine en sucre. Ça, c'est fondamental parce que l'amidon n'est pas fermentescible, alors que le sucre, lui, il est fermentescible. Donc, si on veut une fermentation, si on veut faire lever le pain, il faut évidemment absolument que cet amidon soit transformé en sucre. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, ce sucre, lorsqu'il est en contact avec les levures, soit qui se promènent dans l'air, soit que le boulanger a ajouté dans sa pâte, le sucre va se transformer en gaz carbonique et en alcool, car ça, on l'oublie parfois un petit peu, le pain est le produit d'une fermentation alcoolique. L'alcool, lui, bien entendu, il va complètement disparaître au cours de la cuisson, tandis que le gaz carbonique, lui, il va rester enfermé dans la pâte grâce à la propriété élastique de cette pâte. Et pourquoi cette pâte a-t-elle une propriété si élastique? C'est grâce au gluten. Le gluten qui nous pose tant de problèmes aujourd'hui avec tous ces soucis d'intolérance. Le gluten, c'est grâce à lui que la pâte va garder enfermé le gaz carbonique et l'air, et c'est grâce à lui que cette pâte va gonfler. Elle va gonfler au cours d'une première fermentation en masse parce que c'est toute la pâte qu'on vient de pétrir qui est mise à fermenter. Ensuite, on découpe. Ah, il manque une image. Ce n'est pas grave. Ensuite, on découpe le pain en portions voulues. On donne aux portions la forme voulue et on va faire subir à ces formes une deuxième fermentation avant d'enfourner le pain. Et c'est là d'ailleurs qu'on va voir si le boulanger a bien fait son travail, s'il connaît bien son travail, c'est-à-dire que le pain va devoir gonfler assez rapidement en début de cuisson, ne va pas retomber et ne va pas se déchirer non plus. Donc c'est là où tout le savoir-faire intervient et où il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, bien maîtriser tous les paramètres de la confection du pain. Donc, quand on voit toutes ces étapes de la confection du pain, finalement, on se rend compte que la technologie que nécessite la confection du pain n'est pas si compliquée, n'est pas finalement si avancée. C'est surtout les savoir-faire qui comptent. Tout d'abord, il faut, pour faire du pain, il faut une source de chaleur. C'est une chaleur directe. Le pain est cuit à la chaleur sèche. On peut cuire du pain, si on veut, sur un foyer, comme on le voit ici à gauche, un foyer rond tel qu'il en existe depuis le Paléolithique, c'est-à-dire bien avant qu'on confectionne des galettes et des pains. On peut très bien cuire des galettes dans ce type de foyer en enfouissant la pâte dans les braises. Là, ça a le désavantage de brûler en certains endroits la galette et de
non, je vais recommencer cette phrase. Ça a le désavantage de brûler en certains endroits la galette et de la salir avec des cendres. Ceci dit, c'est tout à fait possible. Faire lever du pain, c'est également possible. Si on pose une pâte levée sur un galet qui a été chauffé dans le feu, le pain va gonfler. Le pain va bien gonfler au cours de la cuisson, peut-être pas autant que dans un four approprié, mais il va gonfler. Parce que ce qui est très important quand on cuit le pain, c'est que la chaleur vienne d'en bas. Donc, on peut également confectionner ce genre de produit, ces galettes et ce pain, dans des trous à combustion. Ça, on en a depuis la fin du Paléolithique. Et enfin, évidemment, ce qui est le plus approprié, c'est ce que nous voyons ici à droite, c'est le four, ce four caractéristique en demi-dôme, qui est arrivé beaucoup plus tard. Lui, il est arrivé vers moins 7000 au Proche-Orient. C'est l'outil le plus approprié, mais il n'est pas indispensable pour faire lever le pain à la cuisson. Donc, au niveau technologie de cuisson, on a absolument tout ce qu'il faut des milliers d'années bien avant l'arrivée du pain. Ensuite, et ça c'est très important, peut-être plus encore important que le mode de cuisson, c'est la mouture. Il faut transformer le blé en farine. Les méthodes de mouture sont connues des hommes depuis très longtemps, depuis 30, 40 000 ans. Même Néandertal, avant Homo sapiens, maîtrisait une méthode assez rudimentaire de mouture. C'est il y a 19 ans que ces méthodes de mouture se perfectionnent, qu'elles se perfectionnent le long du Nil. Et là, on s'aperçoit que les hommes utilisent ce moulin, donc c'est une pierre plate posée sur le sol qui est immobile et une pierre mobile qu'on utilise pour écraser les ingrédients situés sur cette pierre immobile pour en faire soit une sorte de pâte, soit de la farine. Donc, cette méthode est utilisée il y a environ 19 000 ans en Égypte pour réduire certains ingrédients tels que la sirpe maritime, par exemple, et la rendre consommable. Parce que la sirpe maritime, à l'état brut, n'est pas consommable, elle est beaucoup trop fibreuse. Et donc, la réduire à l'aide d'un moulin la rend consommable. C'est pareil pour le souchéron. Le souchéron est toxique à l'état brut. Par contre, une fois qu'on l'a moulé, il devient tout à fait consommable. Donc, il y a un grand avantage d'utiliser ces moulins. C'est l'avantage vraiment immense par rapport à la concurrence, par rapport aux autres animaux, d'élargir le panel de nos ingrédients. Donc, quand il manque de certains ingrédients, on peut alors se diriger vers d'autres et là, on est sauvé grâce à cet outil de mouture. Et cet outil de mouture va être utilisé à partir de cette époque-là aussi. On est environ il y a 19 000 ans, au Proche-Orient, dans le croissant fertile, là où les premières populations sédentaires s'installent tout près des champs sauvages d'orge, d'amidoniers, d'engrains, qui sont les formes primitives de nos blés d'aujourd'hui. Et ces premières populations sédentaires utilisent ces outils de mouture pour transformer ce grain en farine et alors probablement il y a 19 000 ans, mais on n'en a aucune preuve, peut-être déjà pour faire des galettes, mais ça on n'en a aucune preuve archéologique. Par contre, on a, oui ici on voit des images présumées, on va dire, de ces premières populations. Et ici, on est dans la civilisation natoufienne, qui est un peu plus récente. On est il y a environ 13 500 ans, et c'est de cette époque-là, en Jordanie, que date la plus ancienne preuve, cette fois-ci, de galettes. Tiens, décidément, mes images... Ah ben voilà. De galettes.
Donc là, on est sûr et certain qu'il y a 13 500 ans en Jordanie, dans cette civilisation, cette culture natoufienne, on confectionnait des galettes. Mais maintenant, ce ne serait pas du tout impossible qu'on trouve d'autres preuves plus anciennes, vu les immenses progrès de l'archéologie de ces dernières années. Aujourd'hui, sur une seule fouille, on parvient à faire reculer de 1000 ans ou de 2000 ans la date des plus anciennes galettes retrouvées. Donc là, il faut s'attendre dans les années qui viennent, s'attend très probablement à ce qu'on en retrouve de plus anciennes encore. Mais aujourd'hui, on en est là. On en est à 13 500 ans. Et c'est également... Ah, voilà. C'est également à cette époque-là, dans cette culture natoufienne, que les méthodes de mouture se perfectionnent et sont euh, plus efficaces. Donc ici, on voit qu'on est désormais en position à genoux et qu'on utilise toute la force du corps pour faire un mouvement d'avant en arrière. Et on trouve ça encore aujourd'hui dans certaines parties du monde, pour réduire les grains en farine. Et ce qui est assez frappant, c'est que c'est justement dans ce lieu-là et à ce moment-là qu'on voit apparaître les premières lésions qu'on pourrait quasiment qualifier de professionnelles, en tout cas dues à des mouvements répétitifs. C'est-à-dire qu'au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches, on observe sur les squelettes de cette époque-là des lésions qui sont tout à fait dues à ce type de mouvement répétitif, ce qui nous fait penser évidemment qu'il y a 13 000, 12 000 ans, on est avant l'agriculture, mais on s'aperçoit que les grains, que les céréales sont déjà très importants dans notre alimentation et sont déjà transformés probablement en assez grande quantité. Ceci dit, on pense tout de même que la galette est très certainement à cette époque-là, oui, un produit hautement technologique et on va dire c'est un produit hautement technologique et consacré très probablement à une classe sociale plus élevée, même si à cette époque-là, la pyramide sociale n'est évidemment pas celle d'aujourd'hui, beaucoup moins de strates évidemment, mais c'était peut-être quelques privilégiés qui avaient droit à cette galette. On va peut-être les laisser passer. C'était donc probablement quelques privilégiés qui avaient droit à cette galette et peut-être déjà un culte autour de la galette. C'est possible. La galette a donc précédé l'agriculture. L'agriculture, elle, ça commence probablement vers moins 9000, donc il y a 11 000 ans. Et pendant 2000 ans, les choses évoluant, on va arriver, en bout de compte, à des grains domestiqués. C'est-à-dire qu'il a fallu 2000 ans pour obtenir le premier organisme génétiquement modifié, en fait, car il s'agit de cela, qui est considéré comme le premier grain domestiqué du Proche-Orient, le premier orge, premier engrain, premier amidonnier domestiqué. Et évidemment, cela va renforcer encore plus le rôle des céréales dans notre alimentation et ça va évidemment renforcer encore plus la consommation des galettes. Alors, quand le pain levé est-il arrivé? Notre histoire qu'on lit sur Internet et dans certains bouquins nous dit que ça s'est passé il y a 5000 ans en Égypte. En fait, les plus anciennes traces archéologiques de pain
de pain levé daterait plutôt de moins 6000, donc il y a 8000 ans, non pas en Égypte, mais dans le croissant fertile, plus on va dire au nord-ouest, au nord-est du croissant fertile, là justement où les premières formes de blé hybride beaucoup plus riches en gluten sont apparues. Et c'est également à cette époque-là, entre moins 7000 et moins 6000, que se développe la poterie. Et à partir du moment où la poterie est là, il va y avoir un véritable concurrent au pain. Et ce concurrent, c'est la bouillie. C'est la bouillie, car pour cuire des ingrédients liquides, il faut tout un appareillage technologique beaucoup plus avancé que pour cuire du pain, où on l'a vu, il suffit d'un foyer rond pour cuire du pain, genre de foyer qu'on connaît depuis des centaines de milliers d'années. Par contre, pour cuire une préparation liquide, là, il nous faut une poterie. Bon, il y avait d'autres méthodes probablement utilisées dans le paléolithique, mais qui n'étaient peut-être pas si courantes que cela. Mais c'est à partir du moment où la poterie est arrivée que là, on a pu cuire beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus facilement ce type de préparation. Donc, cette chronologie qu'on nous raconte encore très régulièrement aujourd'hui, qui nous dit que la bouillie est un ancêtre du pain. Cette chronologie ne tient absolument pas. Les histoires du pain et de la bouillie sont deux histoires complètement séparées et qu'il faut comprendre selon les deux technologies tout à fait différentes qui permettent d'une part de confectionner du pain, d'autre part de confectionner de la bouillie. Donc lorsqu'on nous dit que le pain, finalement, c'est une bouillie de farine dans laquelle on a mis moins d'eau et que ça a finalement donné la pâte à pain qu'on a fait cuire dans un four, eh bien, cela ne tient absolument cela ne tient absolument pas la route. Les premiers agriculteurs ne sont pas restés dans leur ère d'origine. Les premiers agriculteurs ont tellement bien cultivé le sol, ont obtenu de tellement bons rendements qu'ils se sont bien nourris et qu'il y a eu une véritable explosion démographique. Et qui dit explosion démographique dit évidemment j'ai mal commencé cette phrase. Les premiers agriculteurs ne sont pas restés dans leur aire géographique. Ils ont obtenu de tellement bons rendements dans leur culture qu'ils se sont très bien nourris et que leur population a véritablement explosé en nombre. Et donc, ils sont sortis de leur ère, de l'ère de création, d'invention, entre guillemets, de l'agriculture et sont partis d'une part vers l'Europe, d'autre part vers l'Afrique du Nord, d'autre part en descendant le Tigre et l'Euphrate, et d'autre part vers l'Asie, où ils rencontreront d'ailleurs les agriculteurs chinois qui, eux, étaient en train de partir vers l'ouest. Justement, quand on parle du Tigre et de l'Euphrate, ces populations d'agriculteurs vont instaurer la première grande civilisation du Proche-Orient, qui est la civilisation sumérienne au sud du Tigre et de l'Euphrate. Et là, on s'aperçoit que la galette et le pain font véritablement partie non seulement de la base de l'alimentation, mais sont désormais considérés comme un summum civilisationnel. Pour dire manger, en sumérien, on dit manger du pain. Pour dire boire, on dit boire de la bière. Et on sait que les procédés pour obtenir le pain et la bière sont relativement proches. N'oublions pas que dans l'épopée de Gilgamesh, c'est le récit mythologique le plus ancien connu de l'humanité. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux envoient Enkidu sur Terre. Enkidu, c'est l'homme sauvage.
Et il ne deviendra un homme civilisé qu'à partir du moment où il croise une courtisane de la cour d'Our qui lui fait manger du pain et lui fait boire de la bière. C'est donc à partir du moment où la civilisation va entrer dans le corps d'Enkidu par le pain et par la bière qu'il va devenir un homme civilisé. Donc on fait vraiment le parallèle dans cette civilisation-là entre civilisé et pain. Un peuple civilisé, c'est un peuple qui mange du pain, c'est-à-dire qui a fait pousser son blé, qui l'a transformé en farine, qui en a fait un pâton et qui a cuit ce pâton dans un foyer. Et on retrouve évidemment exactement le même concept, la même manière de considérer le pain chez les Égyptiens. Et d'ailleurs, les ouvriers pouvaient très bien être payés en pain en Égypte. Ah, c'est Marie. C'est Marie. C'est ma collègue. On en a encore pour... Ça va? Et donc, les peuples agriculteurs, à partir de entre moins 7000 et moins 6000, vont également partir vers l'Europe. Ça va commencer avec les Balkans et ils vont ensuite suivre le Danube, ainsi que par le sud, en suivant les côtes méditerranéennes. Et les toutes premières traces qu'on a ne sont pas des traces de pain levé, mais des traces de galettes dans les Balkans. Par contre, nous avons pour moins 3500, donc c'est quand même il y a 5500 ans. Ça, c'est très impressionnant parce qu'on a retrouvé en Suisse euh, dans de la tourbe. Hein. La tourbe, c'est très intéressant pour les archéologues parce que ça conserve très très bien les matières. On a retrouvé dans la tourbe un pain entier, intact. On a l'impression qu'il a été enfourné il y a quelques mois à peine. Et donc ce pain qu'on appelle le pain de Douane, hein, on l'a retrouvé à Douane, est très impressionnant aussi par son niveau technologique, étant donné que la farine qui a servi à le confectionner est d'une qualité de mouture égale à la farine industrielle d'aujourd'hui. Donc, les meuniers d'il y a 5000 ans n'avaient absolument rien à envier aux meuniers actuels. Ce pain, bien évidemment, on va le retrouver dans les premières grandes civilisations européennes, que ce soit la civilisation grecque ou romaine, mais également gauloise. Et d'ailleurs, on s'est aperçu dans quelques textes latins que certains Romains étaient assez jaloux de la qualité du pain des Gaulois qui, eux, utilisaient de la levure de bière pour faire lever le pain, technique qui n'était pas utilisée à Rome, on utilisait plutôt la méthode du levain. Et ainsi, notre pain s'impose complètement dans une bonne partie des civilisations méditerranéennes. Et ce n'est donc pas un hasard si, lorsque le christianisme s'étend, le rôle du pain sera encore renforcé, notamment par la liturgie. Jésus, au cours de la dernière scène, Jésus mange le pain azim, comme c'était tout à fait la tradition à Pâques chez les Juifs, mange le pain azim pour célébrer les 40 années passées dans le désert par le peuple juif. Et donc, vu qu'il a mangé du pain azim au cours de cette dernière scène, les chrétiens vont manger au cours de la messe, de la cérémonie de la l'Eucharistie. Parfois, il y a des mots comme ça. Donc, au cours de la cérémonie de l'Eucharistie, on va donc manger un pain
azime, ce qui est tout à fait logique, mais ce qui va également renforcer le rôle du pain dans notre civilisation. Et d'une manière un peu paradoxale, c'est à partir de ce moment-là aussi, à la fin de l'Antiquité et au cours du Haut Moyen Âge, que la consommation de pain diminue, mais tout simplement parce que l'agriculture est en train de perdre ses droits en Europe, tout simplement parce qu'il y a une vertigineuse chute démographique en Europe et donc la forêt reprend ses droits sur les zones cultivées. Et il va y avoir un mouvement tout à fait inverse à partir des 11e, 12e siècle avec ce qu'on appelle la révolution agricole médiévale, où là, les progrès techniques dans l'agriculture vont permettre de retrouver une rentabilité agricole beaucoup plus importante qu'auparavant, de faire augmenter à nouveau la population et donc les terres agricoles vont à nouveau se répandre à travers toute l'Europe. Et là, le pain reprend ses droits dans notre alimentation et on peut imaginer raisonnablement, c'est toujours des calculs très difficiles à réaliser, qu'à la fin du Moyen Âge, un Européen lambda pouvait consommer environ 1 kilo de pain par jour. Dans la campagne, évidemment, la fabrication du pain est contrôlée, on va dire, par les seigneurs qui ont bien compris, évidemment, que le moulin, que le four étaient de bons moyens de revenus. Donc, c'est eux qui détenaient le moulin banal, le four banal, qu'on était obligé d'utiliser pour confectionner le pain. En ville, ce sont les corporations de boulangers qui s'organisent et les boulangers qui, eux, ont cette lourde tâche de nourrir la population citadine de pain et de pain de qualité. Car si à la campagne, on a l'habitude de manger un pain mêlé, un pain réalisé de farine parfois de moindre qualité, un pain plus noir. En ville, c'est absolument hors de question. Un citadin ne peut pas être nourri comme un paysan. Ce serait considéré comme un affront à sa condition de citadin. Donc les boulangers confectionnent ce pain pour les habitants de la ville, ce pain qui est au cours des siècles, est toujours de meilleure qualité. Et il faut savoir aussi qu'au cours de l'époque moderne, et là on est au XVIIe, surtout XVIIIe siècle, la population exige de plus en plus du pain frais et mange de plus en plus le pain frais. Ce qu'on n'imagine plus aujourd'hui, c'est que dans les temps anciens, jusqu'au Moyen Âge et les temps modernes, le pain était plutôt un accompagnement de soupe, de bouillon, de potage. C'était des tranches de pain qu'on faisait tremper dans ce milieu liquide. Donc, bien souvent, à la campagne, par exemple, on confectionnait le pain pour le mois. Et il était conservé pendant 1 mois, et peu importe s'il devenait sec, ce n'est pas grave. Ce qui importait, c'était son apport nutritionnel. Et il était évidemment beaucoup plus facilement consommable quand on le faisait tremper dans ses bouillons, dans ses soupes. Mais au XVIIIe siècle, en ville, ce n'est plus du tout pareil. Les exigences ne sont plus les mêmes. On veut désormais manger un pain frais, un pain de qualité tous les jours. Et les boulangers se retrouvent, évidemment, c'était le métier de boulanger a toujours été un métier extrêmement pénible, mais au XVIIIe siècle, il l'est particulièrement. Déjà au niveau des conditions de travail, ils travaillent la plupart du temps dans des sous-sols. Ici, l'image qu'on montre, c'est une image de l'encyclopédie de Diderot où on voit une boulangerie nickel, une boulangerie modèle, une boulangerie dans laquelle on travaille dans d'excellentes conditions. Mais ce n'étaient pas ces conditions-là que rencontraient la plupart des boulangers qui travaillent dans le sous-sol, qui dans un milieu exigu, extrêmement chaud, humide, et qui travaillent mais presque 24 heures sur 24. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, on travaille avec le levain. Le levain, ça vit. Le levain, ça doit être
entretenu, ça doit être entretenu plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que lorsque le boulanger qui a fait sa journée de travail, c'est-à-dire qui a confectionné son pain environ de 22 heures ou minuit jusqu'à 7, 8, 9 heures du matin, ensuite, il ne peut pas aller dormir, il ne peut pas aller se reposer, parce que au moins 2 fois sur le reste de la journée, il va devoir repétrir son levain. Donc, il va dormir quelques heures sur place. Il va se réveiller, il va repétrir. Et le travail de pétrissage est évidemment extrêmement pénible. Ensuite, il va pouvoir redormir quelques 2-3 heures et puis se réveiller pour pétrir à nouveau et puis redormir 1 ou 2 heures et puis c'est reparti pour confectionner le pain à partir de ce levain. Heureusement, au cours des 2 siècles qui ont suivi, il va y avoir toute une sorte de progrès technologiques qui vont alléger le travail du boulanger. De moins en moins, le boulanger va travailler à base de levain, mais va plutôt travailler à base de levure ajoutée, la levure de bière par exemple. Ça le rendra moins esclave du levain. Et ce terme de esclavage du levain est un terme qui avait été utilisé d'ailleurs par Parmentier, Antoine Parmentier, qui est très connu pour ses travaux sur la pomme de terre, mais qui a également beaucoup travaillé sur le pain. Il va y avoir également des progrès au niveau du pétrissage, ce pétrissage qui demande énormément d'énergie de la part du boulanger. À partir de la fin du XVIIIe siècle, on a les premiers pétrins mécaniques et qui vont également s'améliorer au cours des siècles suivants. Il va y avoir également l'usage du froid artificiel. Le froid artificiel qui permet au boulanger de mieux calculer sa journée. Il peut stopper une fermentation au moment où il le veut pour, par après, enfourner son pain quand il le veut. Sans le froid artificiel, il est obligé de respecter le cycle de fermentation et une fois que le pain est à son point de fermentation, il devait l'enfourner. Il ne pouvait pas attendre, sinon le pain perdait de sa qualité. Donc voilà des progrès technologiques qui ont permis au boulanger d'avoir une vie un peu moins pénible. C'est un travail qui restera jusqu'à aujourd'hui encore d'ailleurs un travail assez pénible que celui du boulanger, mais là, ça le soulage tout de même de charges quand même très lourdes. Et on ne s'étonne pas d'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, on ne s'étonne pas du texte de Louis-Sébastien Mercier, qui nous dit que de temps en temps, on croise un boulanger sur le pas de sa porte qui a l'air complètement hagard et qui ressemble véritablement à un fantôme. Et n'oublions pas non plus qu'au XVIIIe siècle encore, les boulangers meurent relativement jeunes. Donc c'était vraiment un travail très pénible. Donc on a vu par ce... Il reste... Il faut aller vite. De toute façon, la fin est rapide. Nous avons vu par ce petit aperçu historique de l'histoire du pain que l'histoire qu'on raconte assez régulièrement aujourd'hui ne tient absolument plus la route. Non, la bouillie n'est pas l'ancêtre du pain. Non, la bouillie n'est pas une forme simple qui est devenue plus complexe et a donné la galette et ensuite le pain. D'ailleurs, cette chronologie n'est même pas la bonne. On s'aperçoit que les premières bouillies sont probablement moins anciennes que les premières galettes. On l'a vu, les premières galettes, il y a 13 500 ans. Et les premières bouillies, de manière certaine, même si elles existaient probablement déjà un petit peu avant, mais de manière certaine, il y a 9000 ans, avec l'arrivée de la poterie qui a véritablement facilité le travail de confection de ce type d'aliments humides en milieu humide.
Ensuite, l'Égypte n'est pas le lieu de création du pain. Ce pain, il est apparu au Proche-Orient, ou exactement, comme on a dit au début, probablement en différents lieux à la fois, là où on rencontrait les mêmes circonstances. Et ce pain levé n'est probablement pas né du jour au lendemain, ça a été toute une série d'innovations technologiques et surtout de savoir-faire, parce que ça c'est très très important, qui a permis à ces populations-là d'obtenir un pain de mieux en mieux levé au cours du temps. Alors pourquoi raconte-t-on cette histoire-là, cette chronologie-là qui fait de la bouillie un ancêtre du pain? Ça, cela relève d'un a priori culturel. C'est a priori culturel, mais qui existe depuis les premières grandes civilisations. On l'a vu tout à l'heure, déjà chez les Sumériens, on considérait ce pain comme l'alimentation civilisée par excellence. C'est ce qu'on retrouve également dans pas mal de textes grecs et latins. Et c'est cette vision des choses, évidemment, que nous avons hérité. Et c'est cette vision des choses qu'on retrouve chez les auteurs du début du XVIIIe siècle qui retracent cette histoire du pain en s'inspirant d'auteurs antiques, d'auteurs grecs, d'auteurs latins, et qui mettent évidemment ce pain au summum de la civilisation, au summum des aliments civilisés. Et donc, pour eux, cela ne pouvait faire aucun doute que le pain, que la galette et le pain sont arrivés après la bouillie, étant donné que la bouillie, c'est pas civilisé. Et ils étaient renforcés d'ailleurs au XVIIIe siècle par cette conviction, par l'ethnographie naissante. Les voyageurs qui découvraient les différents continents à travers le monde, on est en Amérique, on est en Afrique, on est en Asie, s'aperçoivent que dans ces populations-là, on fait bouillir des ingrédients, mais qu'on ne connaît pas la méthode de confection du pain. Donc, dans les esprits de l'époque, il était tout à fait évident que faire bouillir des ingrédients est une forme primitive de cuisson qui devait forcément précéder la confection du pain. Mais on a vu que technologiquement, c'est un peu le contraire qui s'est passé, que la méthode de cuisson du pain est beaucoup plus simple finalement que celle des bouillies qui nécessitent des récipients. Je m'y perds dans mes phrases. Qu'est-ce que je raconte? On a... Je vais reprendre juste avant parce que c'était un peu embrouillé tout ça. Nous avons donc bien vu que pour confectionner des bouillies, on a besoin d'un matériel beaucoup plus technologique que pour confectionner du pain. Et que pour faire du bon pain, finalement, c'est le savoir-faire qui est plus important que la technologie. Et c'est donc cette vision des choses héritée du XVIIIe siècle, qui va être bien fixée à la fin du XIXe siècle par le courant de la sociologie de l'alimentation, notamment avec Louis Bourdeau, qui, lui, va vraiment établir cette chronologie précise telle que nous l'avons vue au début, c'est-à-dire on mange d'abord des grains crus, ensuite des grains grillés, bouillis, et puis des galettes et puis du pain. C'est donc à la fin du XIXe siècle que cette chronologie bien précise s'est mise en place, qu'elle a été reprise par de nombreux auteurs au cours du XXe siècle, et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, c'est cette vision des choses qui est encore largement répétée dans des ouvrages, sur Internet, sans prendre en compte les dernières découvertes de l'archéologie, sans prendre en compte les dernières découvertes de l'archéologie.
Voilà, il faudra faire un peu des coupures. Hein. Euh, je fais une petite conclusion et puis on termine. Donc, en conclusion, ben, méfions-nous avant tout des a priori culturels qui ne sont absolument pas confirmés par l'archéologie. Donc, allons voir la documentation, allons voir ce que les archéologues ont découvert, car car au cours de ces 20 dernières années, il y a eu des progrès absolument incroyables, vertigineux au niveau de l'archéologie. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce plus vieux pain, cette plus vieille galette du monde qu'on a retrouvée qui date de 13 500, on a pu la déterminer à partir de micro-traces. Donc, on va sûrement au-devant encore de beaucoup de surprises au niveau de l'archéologie. Donc, soyons attentifs à cela et peut-être moins à nos a priori culturels. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois pour la suite de notre cycle consacré aux grands mythes de l'histoire de l'alimentation. On était dans les temps. C'est arrêté ou est-ce qu'il ne faut pas d'abord? Non, ici, c'est pas ici. Arrêter l'enregistrement.